S'interroger sur le stratège que fut Napoléon, c'est d'abord définir la stratégie et son évolution. Car c'est à cette époque, justement, que la notion se lie intimement au pouvoir et au talent de celui qui l'incarne. Quel but poursuivait Napoléon au faîte de sa gloire ? Pourquoi celui que l'on considérait comme le plus grand chef de l'époque refusait-il d'écouter ses conseillers ? Stratège inégalé, c'est paradoxalement sur le champ de bataille que, vaincu, il perd l'empire qu'il avait bâti, rattrapé par ses adversaires européens. Néanmoins, 200 ans plus tard, le nom de Napoléon fait toujours référence au succès militaire. Vous écoutez Napoléon, la campagne d'Égypte, épisode 1. Toulon, mai 1798. 40 000 soldats, 10 000 marins et plus de 200 scientifiques embarquent sans rien savoir de leur destination. Depuis la Révolution, l'Angleterre et la France sont ennemis jurés. Le gouvernement français a confié à Bonaparte la mission d'envahir l'Angleterre. Devant l'irréalisme du projet, Bonaparte préfère s'attaquer aux possessions coloniales anglaises, source de leur richesse. Mais le succès de son plan dépend entièrement du secret qui va entourer cette immense expédition militaire, à laquelle participent de jeunes étudiants des grandes écoles. Eh bien, Villiers, nous y voilà. Qui aurait cru une telle affluence ? As-tu jamais vu autant de marins et de soldats ? Je ne sais pas où nous allons, Jolois, mais être de l'aventure me rend heureux. Tu n'es pas curieux de notre destination ? Je n'ai rien contre le mystère. De toute manière, ce n'est pas de simples étudiants comme nous qu'on dira où nous allons. Ce pourrait être à Rome. Non. Je pencherais davantage pour... Le Portugal ou le Bengale, général Kléber, vous ne pouvez me laisser ainsi. Un homme de votre valeur connaît nécessairement notre destination. Mais enfin, général Menou, vous n'êtes pas sans ignorer notre destination. N'insistez pas, déjeunette. Vous savez que nous avons tous reçu ordre de tenir notre destination secrète. Seuls quelques privilégiés comme Monge, mathématicien célèbre, et Berthollet, physicien renommé, ont été mis dans le secret de Bonaparte. Eh bien, citoyen Monge, vous réfléchissez à l'avenir réservé à nos savants dans cette glorieuse expédition ? Non, je réfléchissais aux Anglais surtout. Avouez, général, qu'ils sont très présents en Méditerranée. Et que l'amiral Nelson rêve de se mesurer à vous. Eh bien, que Nelson s'épuise à rêver. Bonaparte prend la mer à la tête d'un convoi de 400 navires. Mais il doit à tout prix éviter les Anglais, maîtres des mers, et la redoutable flotte de Nelson en Méditerranée. Bonaparte a pris part à la Révolution française et connu une fulgurante ascension militaire. À 29 ans, le jeune général en chef lance une ambitieuse expédition qui, s'il réussit, lui ouvrira les portes de l'Orient et fera de lui l'égal des grands conquérants du passé, César et Alexandre, qu'il admire. Le lourd convoi avance avec une lenteur désespérante, mais par chance, il échappe à la vigilance anglaise. Bonaparte va même s'emparer de l'île de Malte sans être inquiété. Profitant de l'escale de Malte, une quarantaine de scientifiques, rebutés par les conditions de transport et effrayés par l'aspect militaire de l'expédition, a demandé à rentrer en France et à quitter le convoi. Ils sont maintenant 167 à poursuivre le voyage et à se heurter à des soldats qui leur mènent la vie dure. Tu avais raison, Jolois. Les soldats sont des roublards. Villiers. Et comment feras-tu pour régler les 30 sous par jour que coûtent nos repas ? On s'arrangera. Puis tu n'en as pas assez de manger et coucher à plus de 80 dans la même chambre, avec un simple hamac et une couverture pour toute literie. Sans parler de l'air des cales, infect. J'espère simplement que le voyage ne durera pas trop longtemps. Villiers et Jolois sont tous deux élèves de l'école polytechnique où ils se sont liés d'amitié.
C'est avec l'enthousiasme de leur jeunesse, la tête pleine de rêves, de découvertes et d'exploits, qu'ils ont répondu à la suggestion de Monge, leur professeur de géométrie, et se sont engagés dans cette expédition lointaine. Âgé de 18 ans, Villiers est issu d'une famille ruinée par la Révolution. Il est entré à Polytechnique 15 mois plus tôt, avec l'ambition de devenir ingénieur des ponts et chaussées. À 23 ans, Jollois, lui, vient tout juste d'obtenir son diplôme d'ingénieur quand il se lance dans l'aventure. Jollois et Villiers, d'ailleurs Villiers a laissé un journal très intéressant, sont très représentatifs de cette partie des jeunes de l'expédition scientifique. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Proclamation du général en chef Bonaparte. Soldats, vous allez entreprendre la conquête de l'Égypte, dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible, en attendant que vous puissiez leur donner le coup de grâce. Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans. Ayez des égards pour leurs mouftis et leurs imams, comme vous en avez eu pour les évêques et les rabbins. Que vous avez eu pour les coups. Le pays des pharaons fait rêver. Aussi, sur tous les navires, la nouvelle est accueillie avec enthousiasme. Pour les cérémonies que prescrit le Coran, pour les mosquées, la même tolérance. L'Égypte, général Kléber, le berceau de la civilisation. Dieu soit loué. Non mais, je vous l'avoue, j'ai toute ma vie désiré faire ce voyage. Et nous allons dans un beau pays, où nous ferons de grandes choses. Vous trouverez ici des usages différents de ceux de l'Europe. Il faut vous y accoutumer. L'invasion de l'Égypte ou sa possession permettrait de prendre le contrôle de la Méditerranée, Peter Hicks, historien. au détriment de la marine britannique, et donnerait également un accès terrestre aux Indes britanniques, convoitées par les Français à cette époque. Pour aller aux Indes, les navires anglais doivent faire le tour de l'Afrique. Aussi, Bonaparte doit-il étudier la possibilité d'un double port, voire même d'un canal reliant la Méditerranée et la mer Rouge. Ce qui permettrait aux flottes françaises de venir couper la route du commerce anglais. Dans ses instructions, Bonaparte doit aussi envisager une installation durable des Français en Égypte, car si on crée un double port ou un canal, eh bien, il faut bien avoir des positions stables en Égypte pour pouvoir les exploiter. Nous trouverons à chaque pas de grands souvenirs dignes d'exciter l'émulation des Français. Signé Bonaparte. Rompez les rangs. L'Égypte, Jollois. Nous partons en Égypte. Quel pays digne d'admiration et d'études. Mais à Polytechnique, je n'ai pas appris à mesurer la civilisation. Comment faut-il s'y prendre? Tu es déçu? Mais non, mais tu es fou, si je ne sais pas, j'apprendrai. Lorsqu'ils apprennent que la destination de l'expédition est l'Égypte, ces jeunes hommes ne pensent pas à la guerre, à la conquête. Ils pensent surtout à ce qu'ils vont y découvrir, à cette Égypte qu'ils fantasment, puisque l'Égypte est à la mode, et puis aussi, ils vont y faire leur métier et essayer d'améliorer le sort des populations. Nous sommes au lendemain de la Révolution française. La Révolution française considère les pharaons comme la source de la civilisation. Robert Solé, écrivain et journaliste. On ne va donc pas seulement aller apporter aux Égyptiens la civilisation, on va aller leur rapporter la civilisation dans son berceau. Et c'est dans cet esprit-là que Bonaparte, ses savants et ses artistes vont en Égypte. Bonaparte emmène avec lui autant de scientifiques et de spécialités si différentes parce qu'il va en avoir besoin, d'abord pour aider l'armée dans la conquête, mais aussi pour préparer une installation durable des Français dans le pays. L'Égypte, c'est loin de la France, donc il va falloir nourrir les soldats, il va falloir irriguer les cultures, il va falloir dresser des plans, il va falloir faire des fortifications, etc., etc. D'où cette nécessité d'avoir des scientifiques de toutes les spécialités autour du général en chef. Villiers et Jollois ne sont évidemment pas préparés à ce qui les attend. Et ce sont des hommes d'école, de laboratoire. Ils ne savent pas ce qu'est la guerre, ce qu'est une conquête. Ils ne connaissent même pas les populations qu'ils vont rencontrer.
Quand la côte égyptienne est enfin en vue, après 6 semaines de voyage, les scientifiques malmenés par la tempête se voient interdits de débarquer. En raison du danger, seuls les militaires ont le droit de descendre à terre. La houle est si forte que Bruez, l'amiral commandant de l'escadre, recommande au général en chef de reporter le débarquement au lendemain. Mais Bonaparte dédaigne son avis. Il sait les Anglais à la recherche de la flotte française et ne veut pas perdre un seul instant. Les scientifiques voient avec un effroi redoublé par les ténèbres le navire qui transporte une partie de leurs instruments s'échouer et couler. Les opérations sont aussi lentes que désastreuses. Mais rien n'empêche Bonaparte et 5000 hommes de prendre pied sur le sol égyptien. Premier objectif, Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte. Bonaparte a fait imprimer à bord de son navire amiral une proclamation en français et en arabe, dans laquelle il se déclare le fils du prophète et de la Révolution, venu délivrer les Égyptiens de la tyrannie des Mamelouks, qui dominent l'Égypte depuis 5 siècles. Mais les Égyptiens n'en croient pas un mot et l'accueillent armés. Le fort d'Alexandrie est enlevé et les soldats français entrent dans une ville qu'ils découvrent bien loin de la splendeur qu'ils espéraient. Les soldats français vont éprouver une grande déception lors de la prise d'Alexandrie le 1er juillet 1798. Ahmed Youssef, historien et membre de l'Institut d'Égypte. Ils découvrent réellement la ville qui présente un lacis de ruelles bondées de saleté, de chiens errants où prolifèrent les maladies. La ville leur paraît d'une très grande pauvreté. Et cela les déçoit. Bonaparte ayant couvert ses arrières en prenant Alexandrie, il doit maintenant marcher sur le Caire, la plus grande ville d'Égypte. Le général Kléber a été blessé lors de l'assaut du fort d'Alexandrie. Kléber, fervent républicain, est un ancien architecte qui a gagné ses galons de général par ses hauts faits de guerre pendant la Révolution. Charismatique, Kléber est un modèle pour les soldats. Voulez-vous, citoyen général, que nous fassions converger toutes nos forces vers le Caire? Pas vous, général Kléber. Vous devez guérir de votre blessure et resterez en garnison à Alexandrie, dont vous ferez notre base arrière. Demandez à Comté ce qu'il peut entreprendre pour suppléer la perte de nos instruments. Et qu'il fabrique des armes. Nous aurons besoin de boulets. Dois-je vous accompagner, général? Pas tout de suite. Vous, général Menou, êtes chargé de vous emparer du port et de la ville de Rosette, que vous rejoindrez par voie de mer. Une autre division se rendra à Damiette. Ainsi, nous contrôlerons 3 ports, ici sur la Méditerranée, ici en Basse-Égypte. Ensuite, vous me retrouverez. La tâche devrait être aisée aussi. Tous les civils et savants vous accompagneront, général Menou, à l'exception des citoyens Monge et Berthollet, dont je refuse de me priver. En revanche, vous, général Dezay, allez vous charger de nous ouvrir la route du Caire et de la Moyenne-Égypte. Si nous prenons le Caire, messieurs, l'Égypte est à nous. La meilleure route pour y parvenir me semble de suivre le Nil, le long de la branche de Damiette. Et donner l'occasion aux Mamelouks d'y organiser leur défense? Non. Seule la rapidité compte. Nous prendrons à pied cette route, qui longe le canal reliant Alexandrie au Caire, ici. À travers le désert. Si l'armée ne le traverse pas à la vitesse de l'éclair, elle périra. Elle n'arrivera jamais à trouver de quoi désaltérer 1000 hommes. C'est la route la plus courte. Vous partez des 2 mains, Dezay. Le général Dezay est un aristocrate dévoué à sa patrie et au général en chef. Excellent au combat, brillant et cultivé, il est très apprécié de Bonaparte. L'expédition est divisée en 2. Tandis que la majorité des scientifiques et artistes partent à Rosette, le gros de l'armée s'engage dans le désert. Les soldats sont préparés au combat, mais pas à ce qu'ils doivent maintenant affronter. Chaque pas doit être arraché au sable brûlant. L'air semble consumer les poumons. Vêtus de draps de laine sous une chaleur accablante, les soldats n'ont même pas un bidon d'eau et ne progressent qu'à force de volonté. Mais comment résister à l'impétuosité de celui qui les commande ? Plus habitués à donner des cours dans des amphithéâtres parisiens qu'à être sur le terrain,
les plus éminents des savants ne s'attendaient pas à de telles épreuves. Les sables du désert traversés par les troupes françaises sont semés de corps de soldats n'ayant pas résisté à l'épreuve, quand sont enfin atteintes les berges du Nil. Nombreux sont ceux qui s'y jettent habillés, tant ils réclament à se désaltérer, au point que certains même s'y noient. Loin des souffrances de l'armée, à Rosette, savants et artistes ont trouvé, eux, le refuge d'une nature verdoyante, où eau et nourriture abondent. Mais s'ils sont à l'abri des combats, ils sont livrés à eux-mêmes par Bonaparte, qui a pour l'instant d'autres préoccupations. C'est sans escorte militaire que les savants et artistes explorent les environs, à l'affût de la moindre nouveauté dans tous les domaines. C'est sans regret que j'ai abandonné la laideur d'Alexandrie contre le charme de Rosette et de ses environs. Mais quel plus joli cadeau pouvait-on nous faire? Merveilleux, vous avez raison, Denon. Digne d'un paradis terrestre. Je ne sais où porter le regard, il y a tant d'espèces exotiques à découvrir. Des poissons, des lémuriens, des oiseaux. Je suis déjà séduit. Ah, moi aussi, je n'ai pas résisté à représenter cet Éden. Voudriez-vous regarder? Chut. Geoffroy Saint-Hilaire, passionné de roches et d'espèces animales, succombe à l'exotisme de cette contrée. Denon! Vite! Par ici, venez voir. Extraordinaire, si l'on en juge par la taille de cette phalange. Mais cette figure est ensablée et de gigantesques proportions. Pour l'artiste vivant de nom, doyen de l'expédition, Rosette sur les rives fertiles du Nil est un passionnant terrain où exercer son talent de dessinateur. La première découverte, après la déception d'Alexandrie, c'est dans la région de Rosette. Michel Battesti, historienne et directrice de recherche à l'IRSEM. La découverte du point d'Isis par Denon et qui va donc rendre totalement fous les savants. Les savants et artistes sont fascinés par tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils découvrent, ils sont curieux. Robert Solé, écrivain et journaliste. Ils sont là pour déchiffrer l'Égypte et ils s'y mettent immédiatement. Une fois désaltérés et reposés, les soldats français ont repris leur avancée, à raison de 12 heures de marche par jour. Mais à Mbabé, les Mamelouks, représentants du pouvoir ottoman, leur barrent la route du Caire, dont les pyramides s'aperçoivent dans le lointain. Les Mamelouks sont d'anciens esclaves venus pour la plupart du Caucase, qui ont été islamisés et affranchis. Ils gouvernent l'Égypte. Les princes mamelouks, en réalité, sont concurrents entre eux. À l'arrivée de Bonaparte en Égypte, deux princes gouvernent l'Égypte. Ahmed Youssef, historien et membre de l'Institut d'Égypte. Mourad Bey et Ibrahim Bey. Ils règnent en Égypte au nom du sultan ottoman. Les troupes de Mourad Bey sont en première ligne face aux Français. Celles d'Ibrahim Bey sont en réserve à l'est. Face à des forces 2 fois supérieures aux siennes, Bonaparte a l'idée d'une innovation tactique. Il utilisera la technique du carré d'infanterie. Chaque division formera un carré de 2000 hommes comportant de 2 à 6 rangs serrés. Et au centre, à l'abri, les civils, les bagages et les généraux. Bonaparte organise son armée en 5 carrés. Face à lui se dressent les forces de Mourad Bey, 30 000 fantassins et 10 000 cavaliers. C'est le carré de Dezey qui subit le premier assaut. Il accueille les Mamelouks avec des salves de feu, tirées à bout portant. Les Mamelouks sont de valeureux combattants, entraînés à manier le sabre dans des combats d'homme à homme. Ils lancent leur charge avec panache.
Dans le même temps, Bonaparte et les autres carrés se rabattent sur les flancs de Mourad Bey. Les Mamelouks sont pris sous deux feux. Les carrés d'infanterie se révèlent aussi inébranlables que dévastateurs, et l'orgueil des Mamelouks achève de se briser contre les baïonnettes de l'infanterie française. Bonaparte ne perd que 30 soldats, quand les Mamelouks déplorent la perte de 20 000 hommes. Pour des raisons de prestige, cette victoire sera nommée plus tard par Bonaparte la bataille des Pyramides. Néanmoins, les deux grands chefs mamelouks vaincus ont réussi à s'échapper. Ibrahim Bey vers le nord et Mourad Bey vers le sud, dans les déserts de la Haute-Égypte. Le Caire, la plus grande ville d'Égypte, tombe aux mains des Français. Pour Bonaparte, la communication, comme on dirait aujourd'hui, est extraordinairement importante. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Et donc il veut marquer les esprits par son entrée au Caire. Donc il l'organise grandiose, tout le monde est en grand uniforme, et devant la population, on parle à l'époque de plusieurs centaines de milliers d'habitants, il va se livrer à cette démonstration. Le héros entre dans la capitale des pharaons. Et alors quand il rentre au Caire, là c'est un choc culturel, mais c'est un choc culturel dans les deux sens. Robert Solé, écrivain et journaliste. En découvrant les Égyptiens et en découvrant toute la difficulté qu'il y aura pour eux à vivre dans ce pays, Bonaparte veut rassurer les Égyptiens et il veut administrer l'Égypte. Il va donc très vite constituer une sorte de conseil, un divan. Il va réunir les principaux notables et oulémas du Caire. Bonaparte est venu conquérir l'Égypte. Il est pour les Égyptiens un colonisateur et non pas un libérateur. Toutefois, c'est grâce à ses publications et aux travaux des savants que les Égyptiens ont découvert leur égyptianité. Il ne faut pas oublier que l'Empire ottoman a effacé le mot Égypte de l'histoire. L'identité nationale a été littéralement gommée. L'Égypte est devenue une vilayat, c'est-à-dire une province ottomane. L'expérience de la vie de Villiers et Jollois tient tout entière dans leurs instruments de mesure et carnets de croquis. Ils vont pour la première fois être confrontés à un autre monde. Vous venez d'écouter Napoléon, la campagne d'Égypte. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Napoléon, la campagne d'Égypte est un podcast coproduit par Initial Studio et Dockside Productions, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Dockside Productions et Indigène Productions, en association avec Z, et réalisé par Fabrice Ourlier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.